Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque j'ai un avocat devant moi, ce n'est pas tous les jours, de mentionner que beaucoup de Français, moi-même j'ai suivi toute la série Suits, j'ai l'impression souvent qu'on a une meilleure culture de la loi et de son fonctionnement aux États-Unis grâce ou à cause d'Hollywood plus qu'en France finalement. Et c'est là où je voudrais aborder ce que vous baptisez aussi soft power, de cette empreinte des États-Unis au travers d'Hollywood, avec des films qui peuvent être majestueux ou des séries qui sont exceptionnelles. Et vous évoquez le fait que finalement ce soft power qui nous inspire ou nous contraint culturellement est peut-être en train de migrer de quelques centaines de kilomètres au nord, et c'est-à-dire de passer finalement de Los Angeles à San Francisco, ou plus exactement la Silicon Valley. Et c'est là aujourd'hui qu'on pense les intelligences artificielles de demain, que l'on traite la plupart des data. Donc finalement, c'est toujours la côte ouest qui a un peu la mainmise culturelle sur le monde, de manière douce, hein, on n'en parle pas d'armes là, mais de pouvoir. Le numérique, les data, c'est une question de pouvoir. Ça, c'est le seul message qu'il faut retenir. C'est une question de pouvoir et donc du coup, c'est une question géopolitique. Le soft power, pendant très longtemps, c'était Hollywood, c'était McDonald's, c'était beaucoup de choses Disney qui ont réussi à insuffler et à influencer les habitudes de notre quotidien, on nourrit notre imaginaire depuis notre enfance. MTV, moi par exemple, je suis la génération MTV. Bon. Eh bien, demain, le soft power, il n'est plus uniquement effectivement dans Hollywood, finalement ça devient plus Netflix que Hollywood. Ça devient plus, et Netflix, ce n'est pas seulement une boîte de contenu, c'est une boîte technologique derrière. Le soft power, c'est les habitudes de consommation ou la façon dont on interagit avec les interactions. Airbnb, Uber, ça c'est du soft power. C'est-à-dire qu'en fait, par les technologies qu'on utilise, par les services, derrière, ils ont été codés par des grands groupes. Ces grands groupes, aujourd'hui, ne sont pas européens. Ce n'est pas un mal en soi, mais ça veut juste dire qu'anthropologiquement, ontologiquement, ce n'est pas la même conception des choses. Il y a des géants qui sont souvent décrits dans la presse comme les GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, etc. En Asie, vous avez les mêmes. On n'en parle jamais. La géopolitique du numérique, il ne faudrait pas penser que c'est uniquement la côte ouest des États-Unis. C'est la Chine plus que jamais. Les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, c'est des acteurs qui vont devenir de plus en plus incontournables. Vous rappeliez qu'en France, il y a 80% du moteur de recherche qui est une part de marché détenue par Google. Mais dans 10 ans, ça pourrait très bien évoluer au profit de ces nouveaux acteurs chinois. Ce que je veux dire, c'est que autant on comprend bien aussi les raisonnements américains, puisqu'il y a une histoire l'histoire entre les deux continents est très forte. Et les repères compréhension socioculturelle sont accessibles. Je pense qu'aujourd'hui, en France et en Europe, nous n'avons pas une très bonne connaissance des fonctionnements asiatiques, par exemple. Certains l'ont, certains mais sont des experts. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, quand vous allez avoir un soft power chinois, il va falloir aussi être capable de décortiquer ce que c'est. Et donc, aujourd'hui, la question pour la France et l'Europe, c'est aussi de quel soft power nous, on dispose. Parce que le soft power, c'est une question géopolitique. Et la géopolitique, vous l'avez rappelé, c'est une question de pouvoir. Et le numérique, ça pose cette double question du pouvoir. La souveraineté sur soi, la souveraineté, comment je reprends contrôle de mes données, comment je m'auto-détermine dans un monde complexe et auto-régulé en temps réel, et la souveraineté des États. Parce que le soft power, qu'est-ce que c'est? C'est que vous disiez 2 milliards de personnes sur Facebook. Il n'y a que 325 millions d'habitants aux États-Unis. Quand demain, Facebook ne veut pas appliquer la loi américaine, quand le FBI demande à Apple de lui communiquer les données des terroristes d'une tuerie de San Bernardino, vous avez deux constitutions qui s'opposent. Vous avez la constitution de Facebook, qui sont les conditions générales d'utilisation, signées par 2 milliards de personnes qui ne les ont pas lues et pour lesquelles il n'y a pas de débat. Et vous avez 325 millions de personnes qui ont la citoyenneté américaine et qui ont, à ce titre-là, un devoir de répondre à la Constitution américaine. Et demain, ces chocs de souveraineté entre les plateformes qui ont un pouvoir quasi-étatique et les États vont être passionnants. Et c'est ça la géopolitique du numérique.
Alors vous développez cette idée que le pouvoir aujourd'hui, il est entre les États, les entreprises, ces entreprises internationales, ces États qui échangent ou qui n'échangent pas, avec des surprises parfois, comme la blockchain qui a émergé très vite et qui a permis de générer de la monnaie, le Bitcoin. Et vous évoquez le fait qu'en effet, on peut envisager de se passer d'État pour frapper la monnaie, par exemple. Donc là, c'est un cas extrême. La blockchain, on n'en est qu'au tout début. C'est un peu les années 90 de l'Internet. Donc les usages restent à être largement développés, mais c'est des questions passionnantes parce que ce sont des questions de décentralisation, comme vous venez de le rappeler, ce sont des questions de désintermédiation. C'est-à-dire, et en réalité il y a un point commun aussi avec d'autres logiques qui sont celles de l'intelligence artificielle, c'est comment demain on va réussir à organiser notre confiance dans la société sans passer par des intermédiaires qui soient institutionnels, bancaires, gouvernementaux, etc. Et est-ce qu'on va pouvoir passer d'une confiance aux institutions pour s'en remettre à une confiance aux algorithmes? La blockchain, si ça regroupe un ensemble de technologies, pour le résumer de manière très simpliste, c'est des registres décentralisés. Et donc ça permet une gestion décentralisée de stockage d'informations, de vérification d'informations, de transition de valeur. Et vous pouvez par exemple payer une personne de gré à gré sans passer par un intermédiaire bancaire. Vous pouvez peut-être à terme émettre des unités de valeur. Vous pouvez lever des fonds en cryptoactifs sans vous endetter. Il y a de nouveaux mécanismes qui sont en œuvre et qui sont des mécanismes, encore une fois, qui reviennent à des questions régaliennes. Parce que jusqu'à présent, le pouvoir d'émettre de la monnaie, de frapper monnaie, c'est quelque chose qui appartient uniquement à l'État. Et donc, il y aura des questions qui vont se poser et qui sont passionnantes. Et quand le code fait la loi, alors ça, vous empruntez l'idée, la phrase à Lawrence Lessig, qui, je crois, en 1999, publiait un livre, un article qui s'appelle Code is Law. Et c'est en effet de ça dont on parle maintenant. Exactement. Le code est ambivalent. Jusqu'à présent, c'était le code juridique qui nous gouvernait, c'est-à-dire que ce sont les lois. Vous êtes libre d'agir dans les bornes fixées par les lois. Il y a des parlementaires qui votent des lois. Et puis si vous êtes un citoyen d'une démocratie, eh bien, il y a l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et c'est là-dedans que vous évoluez, dans le code juridique. Lawrence Lessig, un brillant professeur de Stanford et qui aujourd'hui enseigne à Harvard, avait inventé cette phrase « Code is law » qui explique comment on arrive demain, on va passer du code juridique au code informatique. C'est-à-dire que les décisions de notre quotidien ne vont plus être influencées par les lois, par le code juridique, mais par le code informatique, par les algorithmes. Les algorithmes qui vous disent le matin, voici, vous avez le droit à telle information, parce que dans votre historique de navigation, j'ai vu que vous étiez plus républicain que démocrate, donc sur Facebook, vous allez avoir telle recommandation d'article. Vous allez avoir telle recommandation de personnes à aller inviter au restaurant sur l'application de rencontre, etc. Ça, ce sont des logiques qui sont des logiques algorithmiques, qui sont des logiques de code informatique. Et Lawrence Lessig nous prévenait déjà, il y a plus de 20 ans, sur le fait que les personnes qui détiennent l'architecture du code juridique, c'était avant les politiques publiques, les parlementaires, etc., c'est eux qui faisaient la loi. Mais maintenant, on change d'architecture et ce sont peut-être des personnes qui travaillent au sein d'entités qui ne sont pas soumises au même débat démocratique et qui sont peut-être des entités, qu'elles soient publiques ou privées, qui ne sont pas obligées de rendre des comptes. La question de Lawrence Lessig nous interpelle, comment rendre des comptes lorsque le code informatique sera la loi.